Tu parlais tout à l'heure d'égalité des chances. Je pense que les femmes ne demandent pas l'aumône. Les femmes ne demandent pas qu'on ait pitié d'elles. Ce ne sont pas de pauvres petites choses fragiles. Au contraire, bien au elles contraire. sont bien résilientes parce qu'elles ont plusieurs casquettes. Résilientes. Tout ce qu'elles demandent, c'est d'avoir les mêmes chances de réussir. Et j'envoie un message aux femmes qui nous écoutent et qui se disent « mais moi, j'ai pas d'ambition. Tout ce que je veux, c'est être heureuse. Tout ce que je veux, c'est m'occuper de mes enfants, prendre soin de ma famille. Moi, mes combats, c'est pas pour que toutes les femmes aient des ambitions démesurées. Je veux juste que les femmes soient libres de choisir la vie qu'elles ont envie de vivre. » Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes ? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fazzari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient, apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Stories, sur le fauteuil, je suis ravie d'accueillir une femme au parcours audacieux. Elle est née au Cap-Vert, elle est arrivée en France à l'âge de 7 ans, elle a dirigé des entreprises dans la tech, elle a été ministre chargée de l'égalité, de la diversité et des chances. Elisabeth Moreno est une femme engagée qui a traversé les frontières, la politique, sociale, mais également peut-être d'autres frontières que nous allons peut-être voir ensemble. Elle a fait de son histoire une force au service des autres. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cyrielle, merci pour cette invitation. Je suis absolument ravie d'être avec toi ici et bonjour à toutes et à tous. Tu es un soleil et j'aimerais que tu nous emmènes un peu, pour commencer, avec toi, ton environnement, tes racines, tes origines. Fais-nous un peu partager la petite Elisabeth Moreno. Oh, c'est intéressant de commencer par ça parce que c'est vrai que d'habitude on me parle plutôt de ma carrière, de ma vie, mon œuvre, et je trouve que c'est intéressant de... Les couleurs que tu reflètes, là, on a envie de plonger avec toi. Eh bien alors, je vais vous emmener sur un magnifique petit archipel en Afrique de l'Ouest, à quelques kilomètres du Sénégal, mais aussi à quelques kilomètres du Brésil et à quelques kilomètres de l'Europe, parce que c'est ça, le Cap-Vert est au carrefour de plusieurs continents, ce qui explique tous les métissages qu'il y a là-bas. Il y a des femmes blondes aux yeux verts, comme toi, et il y a des femmes noires comme moi. Et c'est un pays qui est absolument magnifique, qui est né en fait de la traite négrière, parce que le Cap-Vert n'existait pas, jusqu'à ce que les Portugais aillent chercher des esclaves un peu partout et qu'ils les déposent sur ces 10 petits cailloux dans l'océan Atlantique. Et c'est un beau pays, mais c'est un pays pauvre. C'est un pays qui, en 1947, a connu, bien avant que les questions de dérèglement climatique ne soient mises en lumière, on a connu une période extrêmement dramatique de notre histoire, puisque la moitié des habitants de l'archipel sont morts de faim et de soif, parce qu'il n'y avait pas eu d'eau potable pendant plusieurs mois. Et je pense que ce que j'ai appris en fait en naissant dans cet archipel, en plus je suis née pendant la colonisation portugaise, j'ai appris combien la vie peut être belle et combien elle peut être dure. J'ai appris ce que c'est que la résilience, ce que c'est que la dignité, ce que c'est que le courage, ce que c'est que la fierté. J'ai appris que beaucoup de gens naissent sans les bonnes cartes, mais tout dépend de ce qu'ils décident d'en faire. Justement, tu avais des frères, des sœurs, ça se passait comment à la maison ? Alors, je suis l'aînée d'une grande famille, ce qui m'a donné à la fois beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de peine, parce que j'ai eu le rôle de deuxième maman, parce que ma mère était tellement sollicitée par Mons et par Vaux qu'il fallait que je tienne la maison avec elle. Et mes sœurs et frères ont pendant longtemps pensé que j'étais leur maman, et que toutes les familles... Combien des frères et des sœurs ? On est 6 enfants. Et en vérité, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des responsabilités, dès le plus jeune âge. Et c'est peut-être aussi ce sens des responsabilités qui m'a fait grandir
peut-être plus vite que la moyenne, parce que je me souviens pas vraiment avoir eu d'enfance. C'était quoi ton rêve alors justement quand tu es petite fille? Avant 7 ans, avant que tu arrives en France, c'était quoi ton rêve de petite fille? Tu sais, je crois qu'on a tendance à beaucoup idéaliser l'enfance. Moi, je crois qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne rêvent pas quand ils sont petits. Ils ne rêvent pas parce que quand tu es en mode survie, rien que le fait d'être là et d'aller bien, c'est déjà un rêve en soi. Rien que le fait d'être en bonne santé, d'avoir de la nourriture dans ton assiette, de te sentir en sécurité, c'est déjà largement suffisant. Et pour pouvoir rêver, il faut pouvoir se projeter. Et moi, j'avais pas sur les murs de ma chambre des posters de Claudie Aigneret qui est allée dans l'espace ou de Simone Veil qui est à l'Union européenne. Moi, j'avais pas tout ça. Donc, en vérité, le fait de pouvoir me lever le matin, de voir que tout le monde va bien autour de moi, de jouer avec mes camarades, c'était déjà très très bien. Et c'est en grandissant en fait que j'ai gagné le droit de rêver, parce que quand tu as réglé les problèmes de base, eh bien là tu peux commencer à rêver à quelque chose de plus grand. Tu te souviens de la libération de Marc en direct sur le plateau d'ABC Talk? Je suis pas très bien. Purée. Ça m'a pas mis bien du tout. Je te jure, j'ai sué. Marc, tétanisé, rien qu'à l'idée de monter dans un avion. En direct, sous les yeux de tous, sa phobie est tombée, nette, définitive. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Ouais. Il y a 2 minutes là, tu m'as défoncé la tête. Je sais plus. Ce soir-là, en quelques minutes, il a été libéré. Et cela a littéralement marqué les esprits. Et si c'était ton tour? Tu arrives avec tes peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'étouffent, celles qui te freinent, qui te font tourner en rond, et tu repars sans aide. Total Reset, c'est pas une conférence ni un atelier, c'est vraiment une expérience de déprogrammation profonde. Une libération grâce à la fulgurance de la méthode Deeply, dont nous sommes les créateurs. Une réinitialisation inédite qui agit sur les causes inconscientes et sur les symptômes, tes peurs, tes traumas, tes limites. Un saut quantique intérieur orchestré par la team Deeply, là où tout se réinitialise. Les peurs qui te paralysent, les blocages qui t'empêchent d'avancer, les doutes qui t'éloignent de ta vie rêvée. Une libération de tes prisons invisibles. Et c'est ça, Total Reset. Tu entres avec tes peurs, tu ressors libre, léger, reconnecté à ta puissance. Viens vivre le reset que ton âme attend depuis trop longtemps. Les places partent vite, inscris-toi maintenant, parce qu'après Total Reset, tu ne te reconnaîtras plus. Justement, raconte-nous, qu'est-ce que faisaient tes parents quand tu dis que ça a été dur, quand tu dis des mots forts comme la survie, c'est-à-dire? Ben, la survie, parce que quand on quitte le Cap-Vert, j'ai 6 ans et demi, 7 ans, d'abord tu arrives dans un pays, dans une situation un peu dramatique, puisque l'un de leurs enfants était mourant. Tu arrives dans un pays dont tu ne connais pas les codes, dont tu ne connais pas les règles, dont tu ne connais pas le mode de fonctionnement, dont tu ne parles pas la langue, et dans une situation d'oppression importante parce que l'un de tes enfants est entre la vie et la mort. Donc c'est un contexte, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais c'est un contexte où il y a une forme pesanteur qui fait que on marche doucement, on parle doucement, parce que comme si la vie tenait à un souffle. Et bien ils ont tous les deux pris ce qu'ils ont trouvé comme travail pour pouvoir nourrir leur famille. Ma mère était femme de ménage, mon père travaillait sur les chantiers, et ils étaient fiers. Mais c'est ça aussi, c'est être fier du travail que tu fais parce que tu sais qu'il va te permettre de nourrir ta famille sans avoir à demander l'aumône et voilà, pouvoir assumer ta famille et puis envisager des moments meilleurs. Donc, quand tes parents quittaient le Cap-Vert, ils voulaient une renaissance, pourquoi avoir choisi la France?
ils n'ont pas vraiment choisi la France. Comme je te le disais, le Cap-Vert était une colonie portugaise à l'époque où je suis née. Et lorsque Marie a été grièvement brûlée, il n'y avait pas les infrastructures pour pouvoir la soigner là-bas. Et donc, on a été envoyé au Portugal pour la soigner. Mais le Portugal n'avait pas non plus les infrastructures qu'il a aujourd'hui. En revanche, il avait un partenariat avec la France. Et comme ils savaient qu'ils n'arriveraient pas à la sauver, ils ont envoyé la famille en France. C'est comme ça qu'on est arrivé. C'est pas un choix. Et c'est intéressant que tu me poses cette question parce que quand j'en ai l'occasion, je parle de l'immigration. Je parle de l'immigration parce que l'immigration aujourd'hui est totalement déshumanisée. Quand on parle de l'immigration, on en parle comme des statistiques, on en parle comme de manière très désincarnée, comme s'il n'y avait pas des histoires de vie de femmes, d'hommes, d'enfants qui sont confrontés à une adversité qu'ils n'ont pas choisie, que ce soit la misère, la pauvreté, les guerres, le dérèglement climatique. Il y a peu d'êtres humains qui, alors qu'ils vivent parfaitement bien et parfaitement heureux là où ils se trouvent, sont prêts à risquer leur vie pour aller chercher une vie meilleure. Donc, c'était dur quand tu étais en politique, justement, parlons de Ah, c'était très dur. Et voilà, c'est ça. Raconte-nous l'envers du décor. Donc, je le rappelle, tu étais sous le gouvernement Castex, on est en 2022, juste après, donc post-Covid et pendant d'ailleurs. Raconte-nous, effectivement, quand tu es une femme, tu es chargée, on le rappelle, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, de l'égalité des hommes, des femmes, la diversité, l'égalité des chances. Quand tu étais à l'intérieur, comment ça s'est passé ? Mais d'abord, il faut savoir que moi, je ne viens pas du monde politique. Je ne fais pas partie de ces personnes qui sont formées dès le plus jeune âge pour aller à l'ENA, Polytechnique, à Sciences Po. Moi, j'ai fait des études classiques et puis je me suis dit, je ferais ce que je trouverais. Et par conséquent, je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais faire de la politique. Et lorsque Jean Castex m'appelle pour me proposer de rentrer au gouvernement, je suis époustouflée. Et comment t'avais repéré ? Alors, ils m'ont repéré parce que pendant la Covid, je dirigeais le groupe Hewlett-Packard pour le continent africain. Et au moment de la Covid, tu te souviens de la brutalité des confinements, des frontières qui se ferment. Moi, j'ai toujours été très sensible à la vulnérabilité parce que ma vie est faite de vulnérabilité. Donc, je suis toujours très sensible aux difficultés que les autres traversent. Et je contacte l'ambassadeur de France en Afrique du Sud où je vivais. Et je lui dis, monsieur l'ambassadeur, on va traverser des moments difficiles. Je sais qu'il y a des Français en Afrique du Sud qui vont être bloqués ici. Et pour rester connectés, je vais leur mettre à disposition des ordinateurs, des imprimantes pour qu'ils puissent continuer de vivre à peu près normalement. Je ne savais pas qu'Aurélien Le Chevalier était l'un des conseillers du président Macron à l'époque, avant d'aller en Afrique du Sud. Et au moment du remaniement, je pense qu'ils ont dû demander quelques noms. Je pense qu'ils voulaient de nouveaux visages. Et il a dû souffler mon nom. Et on m'appelle ce soir du 5 juillet pour me proposer de rejoindre le gouvernement. Et je réponds... Qu'est-ce que a été ta première réaction ? La surprise. D'abord, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais alors ça, c'est la meilleure blague de ma soirée, parce que c'était un samedi soir. Et j'ai dit, écoutez, merci de m'avoir fait penser pendant une seconde que je pouvais être ministre, mais je pense que vous vous trompez de personne. Moi, je n'ai jamais fait de politique, je n'ai pas demandé à faire de la politique, mais merci de cette discussion. Et Nicolas Revel, qui était le directeur de cabinet du Premier ministre, me dit, mais nous savons qui vous êtes et le Premier ministre souhaiterait vous parler. Mais imagine, c'est une période déjà surnaturelle, parce que la période de la Covid était une période surnaturelle, mais on t'appelle un soir pour te proposer de devenir ministre du pays qui t'a accueilli, qui a accueilli ta famille. C'est un moment assez étrange. Juste avant ça, justement, parle de tes études. Tu dis parcours classique, ensuite tu as dirigé des entreprises dans la tech, et ensuite, par où t'es passé ? Déjà, des études en France après le bac. Parcours classique, dans le sens où moi j'ai fait des études de droit parce que je voulais défendre la veuve et l'orphelin. Mais déjà, ton parcours de militante, là, qui était en toi, voilà, t'avais très, le très feu, tôt. là. Ah, mais je dirais même pas militante, je savais pas que c'était militant. Je savais que je voulais aider. Au service.
Au service. Voilà, être utile, aider les autres, parce que moi, on m'a aidé aussi. Et donc, dès la fac, j'aide les jeunes de ma cité à faire des CV, je leur apprends à faire des parcours d'entretien, à qui écrire, comment écrire, etc. Et donc, j'ai réalisé en entrant en politique que j'avais fait de la politique depuis que j'étais à l'université, mais sans le savoir. Parce que la politique, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt collectif. Ouais. C'est le service de l'autre, c'est l'accompagnement de l'autre, c'est l'intérêt général. Et donc, sans le savoir, je m'occupais des autres. Et en rentrant en politique, j'ai mis des mots sur quelque chose qui m'avait semblé naturel tout au long de ma vie. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi durant ces 2 ans dans cet univers politique? Quels ont été les freins sur les questions de la migratoire, sur les questions peut-être de la place de la femme? C'est super d'ailleurs qu'on va en parler de ce rôle. Mais qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur? Est-ce que les messages, les lobbies, t'as été confronté à quoi? D'abord, la chose la plus difficile, c'est d'arriver dans un milieu dont tu ne connais pas les codes, tu ne connais pas les règles, que tu fantasmes, parce que moi je croyais que les politiques étaient là au service de l'intérêt général, au service d'une nation. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Beaucoup sont là pour gérer leur carrière. Beaucoup sont là parce qu'ils aiment le pouvoir. Beaucoup sont là parce qu'ils aiment dominer. Et certains sont là aussi pour servir. Et déjà, tu as une forme d'idéal qui s'effrite parce que je suis surprise de ce que je découvre. Ensuite, tu apprends les codes, tu apprends les règles, tu apprends le pouvoir dans toute sa puissance. Et tu te poses la question de savoir ce que tu vas faire avec ce que tu as entre les mains, cette possibilité qu'on t'offre de pouvoir mettre en place les politiques publiques qui vont aider les femmes, qui vont aider les personnes issues des zones rurales, des quartiers populaires, des enfants d'ouvriers à qui on dit aujourd'hui il faut attendre 5 générations pour espérer faire mieux que vos parents. Parler de sujets dont on ne parlait pas beaucoup, le handicap par exemple, parler des inégalités explosives. Et moi, j'étais arrivée pour en parler avec l'expérience de la vie qui avait été la mienne, et je suis confrontée à des personnes qui en parlent comme d'une idéologie, comme d'une théorie, en étant très éloignée finalement de la réalité et du terrain. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement difficile parce que n'ayant pas les codes et n'ayant pas les règles, je ne savais pas ce que je pouvais faire pour être efficace en un temps court. Tu as une anecdote à nous dire, sans nous dire qui c'est, peut-être je sais pas, des phrases que tu as reçues, des on-dit, sans dire, mais... Je travaille sur la question de la précarité menstruelle. Qui fait que plus de 300 000 jeunes filles n'osent pas aller à l'école, au collège, au lycée ou même à l'université parfois, parce que la précarité menstruelle, c'est d'avoir peur de tacher tes vêtements, c'est de ne pas avoir les bonnes protections, etc. Comme dans beaucoup d'ailleurs pays d'Afrique, il n'y a pas de latrine, et les filles, elles ne vont pas à l'école. Exactement, encore une fois, mais pas seulement en Afrique, tu peux voir ça en Inde, et même dans notre pays, même là, 7e puissance économique mondiale. Donc c'est une réalité. Donc je décide de travailler sur ce sujet. Et une ministre, et ça me tenait très à cœur parce que je sais ce que c'est que la précarité, et une ministre me dit « Tu vas quand même pas me faire croire qu'il y a dans notre pays des filles qui sont pas capables de s'acheter des serviettes hygiéniques. » J'ai trouvé ça d'une violence. J'en ai des frissons là. Et je me suis dit, comment des personnes qui sont censées servir notre pays, et je crois que la politique est faite pour servir les gens vulnérables, parce que toi et moi, pendant la Covid, on savait comment se défendre, on savait ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, où il fallait le faire, etc. Mais il y a des personnes qui étaient totalement vulnérabilisées, totalement perdues, dans une détresse importante. Et je me disais, mais comment, avec autant de cynisme, on peut véritablement prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin? Ça a terminé comment, finalement?
Je l'ai mis en Mais place. c'est ça, hein. Bah oui, ça me... Je l'ai mis en place. Dans les bien lycées, sûr, etc., dans les collèges. Mais oui, j'ai travaillé avec les mairies, j'ai travaillé avec les départements, j'ai travaillé avec les régions, j'ai travaillé avec le ministère de la Santé. Olivier Véran avait été très supportif. J'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale. En fait, je suis allée chercher des alliés partout où j'ai pu en trouver. Les associations ont été extraordinaire. Et c'est là aussi que tu vois toute la beauté de la politique. C'est que il y a des millions de gens qui ont envie de faire du bien gratuitement. On croit que rendre service à l'autre, ça demande forcément un prix. Non. On a tous et toutes la possibilité de faire ce que l'on pense être bien et être juste, simplement parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. Ta plus belle victoire durant ces 2 ans? Oh, il y en a plusieurs. Ça a été court, mais je me suis tellement battue. Je me suis battue pour l'égalité économique. Muriel Pénicaud avait mis en place l'index Pénicaud et avec Marie-Pierre Rixain, on a travaillé sur une loi pour, tu vois, on a aujourd'hui plus de 45% de femmes dans les conseils d'administration, mais on n'a que 4 femmes qui dirigent les grands groupes du CAC 40. Cherchez l'erreur. Alors qu'en France, les femmes sont diplômées à 56%. Et qu'on arrête de me dire que c'est parce que nous n'avons pas d'ambition, pas d'envie ou pas de motivation. C'est pas vrai. Nous avons envie, mais le système fait que nous partons sur la ligne de départ avec nos collègues masculins en ayant des boulets attachés aux pieds parce que les biais, les préjugés, les stéréotypes font que nous gagnons encore 20% de moins que nos collègues masculins quand nous faisons les mêmes emplois. Ils font aussi que quand nous avons des familles, eh bien, à 85%, c'est encore nous qui portons les tâches domestiques. Quand tu as ton petit dernier qui est malade, souvent c'est toi qu'on appelle spontanément. On va pas penser à appeler son papa. Quand tu as un parent malade et que c'est un parent vieillissant et qu'il a besoin d'aide, c'est encore nous qu'on va appeler. Donc nos carrières sont très hachées et donc on ne part pas avec les mêmes chances. Tu parlais tout à l'heure d'égalité des chances. Je pense que les femmes ne demandent pas l'aumône. Les femmes ne demandent pas qu'on ait pitié d'elles. Ce ne sont pas de pauvres petites choses fragiles. Au contraire, elles sont bien résilientes parce qu'elles ont plusieurs casquettes. Résilientes. Tout ce qu'elles demandent, c'est d'avoir les mêmes chances de réussir. Et j'envoie un message aux femmes qui nous écoutent et qui se disent « mais moi, j'ai pas d'ambition. Tout ce que je veux, c'est être heureuse. Tout ce que je veux, c'est m'occuper de mes enfants, prendre soin de ma famille. Moi, mes combats, c'est pas pour que toutes les femmes aient des ambitions démesurées. Je veux juste que les femmes soient libres de choisir la vie qu'elles ont envie de vivre. » T'as gardé des amitiés au sein de la politique? Oui, j'ai gardé beaucoup de contacts de personnes avec lesquelles je partageais des valeurs, des convictions, des envies, des ambitions. Entre 2 questions là qui me viennent très rapidement, il y a aussi la cause du handicap que tu défendais. Oui. C'est une cause qui te Oui, touche. c'est une cause. Avec Sophie Cluzel, j'ai beaucoup travaillé parce que les femmes sont vulnérables, mais quand en plus elles sont en situation de handicap, Marie Rabatel en parle très très bien, elles sont plus souvent victimes de violences, de viols, d'agressions sexistes et sexuelles. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Sophie. Moi-même, je suis porteuse d'un handicap, donc c'est un sujet que je connais bien, dont je sais le poids que ça peut signifier. Et il y a énormément de handicaps qui sont invisibles, mais qui peuvent gâcher la vie des personnes. Je connais des personnes en situation de handicap qui n'osent pas parler de leur handicap dans leur milieu professionnel parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées, parce qu'elles ont peur d'avoir moins de chances, d'être moins considérées pour une... Mais les mentalités, elles évoluent quand même. Ah oui, les mentalités évoluent. Et en même temps, je trouve qu'elles évoluent trop lentement. Parce que, tu vois, quand on pense à l'affaire Pénicaud, tu te dis comment c'est possible qu'un homme, pendant des décennies, drogue sa femme
et l'offre en pâture à d'autres personnes. Comment c'est possible que des personnes qui sont en situation de handicap ne puissent pas encore accéder aux emplois qu'elles souhaitent? Comment est-il possible que du fait de ta couleur de peau, du fait de ton nom, du fait de ton accent, je me souviens combien j'étais étonnée de voir les personnes se moquer de l'accent de Jean Castex. C'est un paysan. Mais mon Dieu, mais je me dis que, tu vois, le progrès humain est absolument exponentiel. On n'a jamais eu autant accès à la connaissance, au savoir, aux sciences, aux technologies. On est capable d'aller dans l'espace, on est capable de cloner des moutons. Ça ne veut pas dire qu'on a une humanité plus empathique. Et pour autant, je trouve que plus on développe, plus on innove, plus on crée extérieurement, plus on s'appauvrit intérieurement. Nos relations, on n'a jamais été aussi repliés sur nous. Dès qu'il y a une crise, et Dieu sait qu'on les cumule en ce moment, on a tendance à se replier, à chercher des responsables de nos situations. On a tendance à stigmatiser toujours les mêmes personnes, à instrumentaliser les mêmes personnes. Aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression que les gens se sont résignés à ce que le Front National ou le Rassemblement National, peu importe, les idées restent les mêmes, qu'un jour ils puissent diriger ce pays. On parle de la patrie des droits de l'homme. On parle de ce pays qui a accueilli tant de gens dans le désarroi, tant de gens qui fuyaient la guerre, qui fuyaient la ségrégation, qui fuyaient les violences humaines. T'espères voir quand en 2027 ? Je vais continuer de faire ce que je fais aujourd'hui, ma part. Je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses à tous les maux MAUX de notre époque. Mais j'ai la conviction que chacune et chacun de nous avons, à l'instar du petit colibri, de la légende du colibri, nous pouvons tous faire notre part. C'est pour ça que j'ai créé l'association La Puissance du Lien. Parce que je crois que, quelle que soit notre condition, quelles que soient les difficultés auxquelles nous soyons confrontés, quels que soient les obstacles que la vie met sur notre chemin, nous avons toutes et tous la possibilité de rendre la vie d'un autre être humain meilleure. Parlons de la puissance du lien. J'y suis allée il y a quelques jours, tu m'as conviée, tu as fait matcher l'un des plus grands courtiers pour justement lever de l'argent lors d'un Charity Day pour justement des associations. Et ce qui était incroyable, je me suis dit, mais c'est vraiment une magicienne. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde, tu as réussi à transformer tout le monde était déguisé, joyeux. Et vraiment, comme si c'était tous alignés et très fiers. Explique-nous un peu comment c'est né. C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je rencontre Nicolas Breteau, qui est un Français qui dirige l'une des plus grandes institutions de courtage du monde. Ils sont basés en Angleterre et il me dit j'ai conscience que nous aussi, nous devons faire notre part. Et Tipeee ICAP peut contribuer aussi. Ça n'est pas notre cœur de métier, nous ne savons pas le faire. Mais en Angleterre, depuis plus de 2 décennies, je crois, nous organisons une journée de charité où nous accompagnons des associations qui travaillent sur des thématiques diverses et variées. Les violences faites aux femmes, les enfants malades, le climat, les animaux, enfin toutes ces causes humaines et environnementales tellement importantes. Et il me dit, je sais que c'est pas la culture en France, mais nous avons envie de nous engager aussi sur ces questions d'inclusion parce que c'est ma responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise. Je me suis dit, mais c'est tellement formidable. Et je lui dis, mais pourquoi ne pas tenter de faire en France ce que vous avez fait en Angleterre? Et parce que finalement, d'abord, qui ne tente rien n'a rien. Ensuite, le principe de charité, c'est quelque chose de puissamment spirituel. Ah, on en revient. Voilà, on en vient là. Voilà. Moi, je trouve que être charitable, c'est faire quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre petite personne pour aller vers l'autre. C'est le don de soi. Et c'est travailler sur des choses qui nous dépassent. Se rendre utile au service des autres. Et je crois que les entreprises aujourd'hui, et elles sont nombreuses, ont compris
qu'elles ne peuvent pas faire que prendre, qu'elles doivent aussi donner. Donc ça a bien marché. Et ça a merveilleusement bien marché. Pourquoi ? Parce que... Tu avais sélectionné, qu'on explique bien quand même, c'était 6 associations. Alors, c'est pas moi qui sélectionne, ce sont les collaborateurs de Tipeee ICAP. Génial. Qui donc de la boîte de sélectionnent, courtage. voilà, qui sélectionnent les associations qui leur tiennent à cœur, des causes qu'ils ont envie de porter et d'accompagner. Et toute la journée du 11 décembre, qui était la journée du Charity Day, de la journée de la journée charitable, voilà. Tout ce qu'ils auront gagné ce jour-là, ils vont l'offrir à ces 8 associations comme Rebond, comme Impact, comme Appels, comme la Maison des Femmes, comme la Fondation des Femmes. Ils ont travaillé avec Gustave Roussy, ils ont bref, toutes ces causes humaines extrêmement importantes. Et on sait que les associations aujourd'hui sont en souffrance parce que les budgets sont de plus en plus réduits. Et ce jour-là, et merci à toi d'ailleurs d'y avoir participé, parce qu'il y a plusieurs personnes comme Alexandra Lamy, en fait, toutes ces personnes qui utilisent leur notoriété, leur image. Tu as convié plusieurs personnalités. Qui étaient présentes. Julie Gaillet était là, et ça crée un environnement tellement doux, tellement agréable. Les gens sont déguisés. Hors du temps. On est hors du temps. Hors du temps, les gens, mais véritablement, pour le dire. Il y avait des fraises, il y avait des sardines, il y avait des ananas, il y avait Obélix, il y avait Cruella. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet environnement ? Et c'est là que je me suis dit, mais on ressent vraiment ce feu en toi où tu as vraiment cette envie de donner, d'être utile. Et ça, je le ressens véritablement en toi. Et en parlant de cause, en parlant de spiritualité, c'est quand même le cœur ici. Vraiment, tu peux ouvrir ton cœur avec nous. Quand on a échangé, tu m'as dit une chose, c'est les épreuves. Où j'ai jamais eu autant la foi avec les épreuves, où les épreuves m'ont donné la foi. Ouais. Alors, j'entends parfois j'entends des gens dire, oui, les épreuves m'ont rendu meilleure. Moi, je ne dis pas ça. Parce qu'il y a des personnes que les épreuves rendent plus aigries. Plus malheureuse, plus triste. Mais en tout cas, les épreuves de la vie m'ont appris l'humilité. Elles m'ont appris à regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Elles m'ont appris le sens de l'autre. Elles m'ont appris le souffle. Elles m'ont appris la valeur de la vie. C'est quoi ta spiritualité à toi, Elisabeth ? Tu crois en quoi ? Je crois en la vie. Et tu crois en la mort ? Je crois en la mort. Parce que la vie n'existe que parce que la mort existe. Le jour existe parce que la nuit existe. La beauté existe parce que la laideur existe. Et la vie, c'est cette ambivalence permanente où un jour, tu peux être la personne la plus extraordinairement heureuse du monde et le lendemain, tu as un drame qui te tombe dessus et tu as le sentiment que ton monde s'effondre. Et pourtant, tu continues d'avancer. C'est ce fil qui fait que tu te dis, c'est encore possible. Et si je respire, c'est encore possible. Qu'est-ce que tu as, quand tu étais jeune, je ne sais pas, dans ton univers peut-être familial, est-ce que tu as vu des choses, tu as ressenti des expériences où tu t'es dit, oui, ce monde existe ? Je crois que toute ma vie, j'ai appris à me raccrocher à l'instant présent, à la grâce de l'instant présent. Parce que quand tu es confronté à l'adversité, tu sais que la vie peut s'arrêter en un claquement de doigts. On est tellement peu de choses. Et le fait d'avoir conscience de l'importance de l'instant présent fait que je crois. Je crois à la grâce du moment que nous vivons maintenant. Ce qui s'est passé est passé. Ce qui va se passer demain, ou peut-être même quand on va quitter ce plateau toutes les deux, ne nous appartient pas. Tout ce qui nous appartient, c'est ce que nous vivons là. Et c'est ce que nous décidons d'en faire toutes les deux. Pour rebondir, est-ce que tu crois en cette pensée en cette puissance de la pensée, justement ? Ah oui. Au moment présent, quand on s'attire les foudres, quand on s'attire justement oui. de la lumière, des énergies positives, oui. un environnement positif. Moi, je crois au karma. Je crois beaucoup au karma. Je crois au pouvoir de la visualisation. Je crois que
notre mental est peut-être notre meilleur allié, mais aussi notre meilleur ennemi. Parce que si tu dis à ton mental « je peux pas y arriver », eh ben, il fera tout pour que tu n'y arrives pas. Mais si tu lui dis « on peut y arriver », il t'aidera à trouver le chemin. Et il suffit que tu te dises t'es avachi dans ton canapé et tu sais que tu devrais te lever et aller faire quelque chose de plus utile alors que ça fait 30 minutes que tu scrolles sur ton téléphone à regarder des choses stupides. Soit tu poses ton téléphone et tu vas choper un livre dans ta bibliothèque, soit tu sors et tu vas marcher, soit tu vas écouter une conférence, soit tu vas dans un musée, soit tu te dis non, je suis trop fatiguée, j'ai pas envie, j'ai pas... Et donc, je crois que nous n'avons pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de nos vies, mais nous avons le contrôle de nos vies. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont nous faire du mal. Bien sûr, on rencontrera toujours des gens mauvais, des gens sexistes, racistes, validistes, des gens méprisants, des gens humiliants. On en rencontrera toutes et tous, mais on rencontrera aussi des gens bienveillants. Moi, ma maîtresse de CP, quand j'arrive du Cap-Vert, que je ne sais ni lire ni écrire cette belle langue qui est la nôtre et que j'aime tant utiliser aujourd'hui, si elle ne m'avait pas donné confiance en moi plus que je ne croyais en moi-même, si elle ne m'avait pas prise sous son aile, si elle n'était pas restée avec moi à la fin des cours pour me réexpliquer ce que je ne comprenais pas, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai appris un jour que le mot enthousiasme, c'est avoir Dieu en soi. Et je crois que nous avons tous une part de Dieu en nous. Je suis d'accord avec toi. C'est quoi l'une des épreuves la plus compliquée que tu as traversée, mais celle où tu as vraiment fait t'as plongé en toi et qui t'a donné le truc en disant je veux m'en sortir, je veux faire ça, je veux pas plus vivre ça, je ne veux plus. Qu'est-ce qui t'a l'expérience la plus transformatrice, du coup peut-être la plus douloureuse qui t'a fait que j'y arriverai et que t'as mis ton mental sur je veux réussir, je veux faire ça ou je ne veux plus vivre ça? Je réfléchis parce que j'ai traversé tellement d'épreuves dans ma vie et je crois que ce n'est pas un moment. C'est pas une épreuve en particulier. C'est l'accumulation des épreuves qui font qu'à un moment donné, tu te dis « stop, je vais arrêter de donner le pouvoir aux autres de décider C'était qui les autres? De la vie qui va être la mienne. » Mais les autres, ça peut être tes parents, ça peut être je parle de ton toi, mari. toi. Moi, mais je crois que je suis pas bien différente. Je suis pas bien différente de la plupart des personnes. C'est pendant longtemps, mon ex-mari pensait que c'était à lui de choisir ce que j'allais porter comme tenue vestimentaire, comment j'allais me coiffer, si j'allais me maquiller ou pas. Mes parents voulaient que je fasse des études de droit pour devenir avocate. Je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais devenir juge. Mes patrons qui savaient mieux que moi comment je devais diriger mes équipes. En fait, c'est toutes ces injonctions qui viennent de l'extérieur et qui te dépossèdent de ton libre arbitre et de ton choix, de ta capacité à décider de ce que tu veux faire de ta vie. Et un jour, je me suis dit, en fait, non, j'ai juste envie de vivre ma vie avec toutes les difficultés que ça sous-entend, parce que je croyais qu'à partir du moment où je conquerrais ma liberté, tout ce que j'aimais allait m'abandonner. Et j'étais prête. J'étais prête. De ta famille, surtout? Oui, parce que moi, j'ai été élevée dans un cadre très conservateur, avec des règles très strictes, très cadrées. Je crois que j'étais la première de ma famille à divorcer. Et c'était une opprobre terrible. Ma mère a mis des années à s'en remettre parce qu'elle pensait qu'elle était responsable de mon divorce. Et je lui disais, mais maman, non,
tu n'es pas responsable de mes choix de vie, mais dans son éducation, elle avait forcément failli si sa fille n'acceptait pas certaines choses dans son... Et en fait, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que la vie est faite d'injonctions, pour nous les femmes en particulier. Et dans ma culture, encore plus, il fallait se taire. Moi, j'étais fascinée parce que tu vois, au Cap-Vert, les hommes partaient. Ils partaient travailler au Portugal, ils partaient travailler en Europe, ils partaient travailler en Afrique, ils partaient travailler aux États-Unis. Et c'était les femmes qui tenaient la maison, qui tenaient la cité pendant que les hommes n'étaient pas là. Et j'étais toujours fascinée de voir que quand les hommes rentraient, elles se ratatinaient et elles se remettaient dans leur rôle de soumission. Et pour moi, gagner en liberté, ça n'est pas un combat contre les hommes. Absolument pas. C'est un combat pour la vie. C'est parce que aux côtés d'eux, mais pas... Et aux côtés d'eux. Et c'est se dire que quand une femme va bien, sa famille va bien, ses enfants vont bien, son couple va bien, que si tu respectes l'autre, et ça vaut aussi dans la société, quand tu respectes l'autre dans toute sa richesse, dans toute sa différence, d'abord, tu t'enrichis toi-même, et ensuite, tu apprends des choses que tu ne sais pas, et tu te rends compte que peut-être que le monde est beaucoup plus vaste que tu n'imagines, et tu te rends compte que tu as peut-être beaucoup plus à apporter que ce qu'on veut bien te laisser penser. Et je trouve que le système tel qu'il existe aujourd'hui est très étriqué. Qu'est-ce que tu es maman, tu as 2 grandes filles, 22 et 30 ans. Oui. En plus, tu es entourée de femmes, Ouais. toi qui défends cette cause-là. Et comment ça se... Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, dans ta vie, le fait de devenir mère? Est-ce que ça t'a donné plus de motivation? Est-ce que ça t'a donné de la force? Est-ce que ça t'a donné d'autant plus de conviction? Ça t'a donné quoi quand t'as découvert la maternité? Je crois que la parentalité a ça de merveilleux qu'elle te décentre. Elle te décentre de ce côté égocentrique qu'on peut avoir parfois, où on ne pense qu'à nous. Et tu as ce petit être qui dépend de toi. Parce que les premières années de la vie d'un enfant, c'est toi qui vas lui créer sa colonne vertébrale, c'est toi qui vas le nourrir, c'est toi qui vas l'éduquer. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de femme? De femme. Dans ma vie de femme, mais je ne sais pas si ça a changé quelque chose dans ma vie de femme. Moi, je suis une femme dans toute la splendeur de sa féminité. J'aime être une femme. J'ai une part de masculinité en moi, parce que je pense que tous les êtres humains ont une part de féminité. De yin et de yang. De yin et de yang, n'est-ce pas, Madame Yang? Tous les êtres humains, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, nous avons une part de féminité et une part de masculinité en nous. Moi, j'assume pleinement ces 2 côtés en moi. Et je sais quand il faut aller puiser dans cette énergie masculine et quand il faut aller puiser dans cette énergie féminine. La société fait que on considère que prendre soin de l'autre, c'est féminin. Mais j'ai vu des hommes avoir un meilleur soin à l'autre que certaines femmes qui avaient moins d'attention à l'autre. Donc, je pense qu'il faut d'abord arrêter d'essentialiser. Il faut simplement permettre aux êtres humains d'être ce qu'ils se sentent être pleinement. Donc, en tant que femme, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir 2 filles et je veux qu'elles soient pleinement femmes. Et pour qu'elles soient pleinement femmes, il faut que moi-même, j'assume pleinement ma féminité. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer à cette petite Elisabeth qui vient d'arriver en France? Et elle a 7 ans, 6 ans et demi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, la femme que tu es, la mère que tu es, t'aimerais lui dire aujourd'hui? Tu t'adresses à toi. Alors, je lui dirais que la vie est belle. Je lui dirais que malgré les ronces, malgré les épines, qui ne manqueront pas de l'égratigner dans son parcours, tant qu'elle respirera, elle pourra transformer les épreuves en quelque chose de beau. Faire confiance. Et que c'est extrêmement important qu'elle croie en elle et qu'elle ne délègue pas à qui que ce soit
l'histoire de sa vie. Merci Elisabeth, merci beaucoup. Merci pour ton récit, merci pour être la femme que tu es. Merci pour ton inspiration. Merci Cyrielle, je pourrais te retourner tout ça. Et bravo pour cette belle émission parce que je pense qu'on vit à une époque où on a besoin d'inspiration. On a besoin de personnes qui nous montrent que le beau existe derrière la noirceur et la laideur que le monde nous montre. Il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de belles choses et il y a plein de belles gens. Merci d'en faire partie. Merci à toi. À bientôt.